Il est évident que la voiture a frotté par terre. À ce moment-là, Ayrton Senna n'avait plus de direction. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était freiner. Et c'est ce qu'il a fait. Cette fois, le circuit d'Imola a décidément été meurtrier. Avant-hier, donc le jeune Barrichello s'en sort miraculeusement. Hier, l'Autrichien Ratzenberger trouve la mort. Aujourd'hui, Ayrton Senna est lui aussi fauché. Yves Géniès nous explique les dangers de ce circuit maudit. Vendredi, 13h16, Rubens Barrichello sort violemment de la piste. On s'inquiète alors pour la vie du jeune Brésilien de 21 ans. Mais contrairement à nos craintes et au vu des images très impressionnantes, 24 heures plus tard, après une nuit à l'hôpital, Rubens est de retour sur le circuit et ne pense qu'à une chose, repiloter. 13h18 samedi, deuxième séance d'essai qualificative alors qu'il est lancé à 300 km/h. Roland Ratzenberger percute le mur. Sa Syntec a perdu un aileron avant. Le pilote autrichien n'a rien pu faire. C'est un choc d'une violence inouïe. Son organisme n'a pas résisté. Malgré les multiples tentatives des médecins, le pilote autrichien meurt durant son transfert à l'hôpital. Malheureusement, la série continue. Aujourd'hui, le départ est donné, mais le Finlandais Gigi Lehto a calé avec sa Benetton au moment du feu vert. Une grande partie des pilotes est parvenue à l'éviter, sauf Pedro Lamy. Là aussi, le choc est d'une rare violence. 2 roues sont arrachées, s'envolent par-dessus les grillages et retombent dans la foule. On relèvera 9 blessés dans le public. La course est neutralisée, mais reprend quelques minutes plus tard, et c'est le tragique accident d'Ayrton Senna. Cette fois-ci, la course est interrompue, mais les pilotes ne sont pas informés des blessures du Brésilien. Il est 14h17, ils sont de nouveau sur la grille, un deuxième départ est donné. Ce ne sera qu'une formalité pour l'Allemand Schumacher qui remporte sa 3e victoire d'affilée. Mais vous le savez, cette année, les ravitaillements en essence ont été réintroduits en Formule 1. Les écuries pouvaient déjà changer les pneumatiques. C'est une véritable foule de mécaniciens qui envahit la piste à cet instant. Tout se passe bien jusqu'à 15h57 quand l'Italien Michele Alboreto quitte son stand et fauche 5 mécaniciens. C'est une véritable hécatombe. En fait, la roue arrière droite de la Minardi s'est desserrée. Alboreto n'a pu éviter les mécaniciens des écuries Lotus et Ferrari. Ils sont rapidement évacués, mais c'est la consternation. Le Grand Prix de San Martin a tourné au drame. 2 hommes sont morts, plusieurs autres ont été blessés. Le destin, le sort, la malchance restent des mots qui ont bien peu de signification face à cette tragédie. Et parmi ces spectateurs très émus sur le circuit d'Imola, Alain Prost, qui connaît bien sûr les risques de ce sport, lui-même sait qu'il a souvent frôlé la mort. Il a livré son témoignage alors qu'Ayrton Senna était encore en train de lutter contre la mort à l'hôpital de Bologne. Nous écoutons son témoignage. Je me demande si on peut faire un vrai bilan d'une journée comme celle-ci, parce que en réalité c'est un week-end absolument incroyable auquel on vient d'assister. 3 accidents très graves avec des conséquences pour l'instant un peu diverses. Mais un mort, un pilote qui en réchappe un peu miraculeusement, un autre qui lutte pour l'instant contre la mort ou contre des séquelles très graves. 3 accidents avec 3 ruptures mécaniques, apparemment, peu importe si c'est une crevaison, une suspension. Beaucoup de questions qu'on peut se poser et qu'on se pose de toute façon sur les voitures actuelles, qu'on s'est posées depuis longtemps. Une remise en question, une prise de conscience absolument indispensable pour l'avenir. En ce qui concerne les règlements techniques, de toute façon, certains diront que de toute façon ces incidents sont inhérents à la compétition et comme c'est des casses mécaniques, ça peut arriver même avec n'importe quel type de voiture. Mais est-ce que ces casses ou ces problèmes ne sont pas dus justement à une succession d'améliorations en fonction des règlements qui changent sans arrêt? Les arrêts au stand, les ravitaillements, on savait que ça se produirait un jour. Je dois dire que c'est presque le minimum qui a pu se produire aujourd'hui et on n'ose pas imaginer ce que ça peut être à Monaco dans 15 jours. Donc il faudra certainement revoir beaucoup de choses, c'est ça le bilan. Alors on peut dire aussi que Formule 1 restera de toute façon toujours dangereuse et que quand on roule à 300 à l'heure comme ici sur le circuit d'Imola, à peine on a un problème notamment technique, on est bien entendu enclin à avoir des graves conséquences. Mais
on peut pas non plus toujours tout accepter. Et la chance, la fatalité, c'est pas vrai. La fatalité, c'est pas vrai. Ça fait très longtemps qu'on s'occupe plus de sécurité, que les gens ne parlent pas de sécurité. Ça fait très longtemps que le côté business prend le pas sur le sport. Avant, il y avait un pouvoir sportif et un pouvoir économique. Maintenant, ils sont rassemblés. Et on l'a vu encore aujourd'hui, c'est la preuve. Et qu'une chose qui compte, c'est de reprendre le départ, c'est de continuer la course, de ne pas l'arrêter à la fin, alors qu'il y avait 2-3 personnes qui gisaient dans les stands. Personnellement, je trouve ça scandaleux. Si c'est comme ça, si ça ne change pas, je suis déjà parti, mais j'ai encore un pied pour essayer personnellement de donner le maximum d'informations, parce que je suis encore passionné par le sport automobile, mais aujourd'hui, il me passionne beaucoup moins, ça c'est vrai. Alain, qui peut faire cet examen de conscience au nom de la Formule 1 et comment peut-on le faire? Je crois qu'il y a la vraie prise de conscience. Je l'ai pratiquement dit avant le début de la course, malheureusement. Elle est à faire de la part de tout le monde. Ça peut être sponsor, constructeur, team manager surtout, bien entendu fédération. Ce sont les premiers concernés, et même les pilotes. Parce qu'aujourd'hui, après l'accident de Senna, je pense que les pilotes auraient pu quand même essayer de montrer quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a 150 000 personnes, que c'est vrai qu'on est en Italie, que ça représente beaucoup, mais est-ce qu'un jour on ne va pas remettre le sport plus en évidence par rapport aux intérêts commerciaux? Vous avez été des rivaux de toujours, des rivaux de tout le temps. Pourtant, Senna est cloué maintenant sur un lit d'hôpital. Vous avez une pensée pour lui? Oui, vous savez, c'est pas facile pour moi parce qu'on a été rivaux et même plus que rivaux à un certain moment, mais tout était bien terminé et aujourd'hui, il m'avait fait un message vraiment qui était très très sympathique. A special hello to our dear friend Alain. We all miss you, Alain. J'ai été lui serrer la main avant le début de la course. Je veux dire que c'est rival ou pas rival, je peux vous dire que c'est quand même quelqu'un qui faisait le même métier que moi et qui a vécu complètement à 100% pour sa passion, si ce n'est à 110%, alors que moi je peux vous dire que j'ai vécu que 95-98%, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait. Il était capable de prendre tous les risques pour réussir et aujourd'hui j'espère simplement, je veux vous dire, qu'il ne conduise plus une Formule 1, c'est pas grave, mais qu'il puisse remarcher et vivre normalement. Voilà, et donc 20 minutes après cette interview, on apprenait la mort d'Ayrton Senna. Au Brésil, la patrie d'Ayrton Senna, c'est bien sûr la stupéfaction. Ayrton Senna était là-bas immensément populaire. Nelson Piquet, lui aussi brésilien, lui aussi champion du monde, a déclaré « c'est ce qui pouvait se produire de pire, c'est une perte énorme pour le sport automobile mondial et bien sûr pour le Brésil tout de suite ». C'est un week-end que j'aimerais oublier, à cause de l'accident dont a été victime Rubens, celui de Roland hier, d'Ayrton aujourd'hui et de ces gens dans la voie des stands. C'est une course que j'aimerais oublier assez rapidement. Il y a eu toutes sortes de théories mises en avant. Malheureusement pour l'écurie Williams, l'une d'entre elles était que la colonne de direction avait eu un problème. Mais ce n'était pas du tout le cas. Ça a terriblement contrarié tous les membres de l'écurie Williams, bien évidemment. Le professeur Watkins m'a dit que si la roue avant ne lui était pas retombée dessus quand il a heurté le mur, parce que la roue a percuté son casque, si la roue l'avait frôlé et ne l'avait pas touché, il n'aurait pas été blessé. Il n'aurait même pas eu un orteil cassé. Rien. Du point de vue du vote, une sortie de route terrible de Berger. Terrible sortie de route ici dans la grande courbe à gauche qui se prend absolument à fond. La voiture a pris feu, vous le voyez. Là, il est probablement survenu à bord de la Ferrari car la voiture n'a pas esquissé la courbe et c'est une courbe à peine produite. Ça n'est pas tout. Un tour plus tard, c'est Gilles Villeneuve qui tape à son tour, cette fois-ci beaucoup plus sérieusement. Un pneu a éclaté. Depuis 1953, 35 pilotes ont trouvé la mort en course. Dans les années 50 ou même encore 60, on rappelle que les pilotes donc roulaient en polo, n'avaient pas de ceinture de sécurité, il n'y avait même pas d'arceau de sécurité. Donc quand la voiture malheureusement partait en tonneau, en général le pilote était tué. Face à l'hécatombe, la Fédération internationale de l'automobile a progressivement mis en place des mesures pour améliorer la sécurité. Limitation de la puissance des moteurs, crash test obligatoire
ou encore augmentation du poids minimum de la voiture. Depuis les accidents de Roland Ratzenberger et d'Ayrton Senna en 1994, la Formule 1 semblait devenue beaucoup moins dangereuse. La peur qu'un pilote se tue au volant s'était apaisée. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu d'accident mortel en Formule 1, parce que tout s'est amélioré, les circuits, les voitures, les casques, les équipements, mais la F1 reste quelque chose de dangereux, on le sait, et on ne peut pas rouler à plus de 350 km/h en se disant « il ne peut rien m'arriver ». L'accident mortel du Français Jules Bianchi en 2014 au Japon a rappelé à tous que la mort peut encore frapper un Grand Prix. Les bolides sont désossés et les mécaniciens s'assurent de l'état du châssis, la partie centrale de la monoplace. Le moteur est fixé au châssis et les suspensions aussi. Le châssis est la cellule de sécurité du pilote, là où il est entièrement protégé. Pour toutes les écuries, le châssis est une préoccupation importante, car c'est la plus grande pièce de la voiture. Ces différents éléments sont conçus pour assurer la sécurité du pilote. Ça, c'est le roll loop, une sorte d'arceau. Si le pilote a un accident et se retourne, cette pièce en titane le protège lorsqu'il est à l'envers. Installé dans sa F1 comme dans une baignoire, le pilote doit pouvoir être rapidement extrait du châssis en cas d'accident. Ça, c'est le siège baquet. Il est fait sur mesure pour chaque pilote. Il le maintient exactement dans la bonne position. Il y a aussi un autre système de protection. En cas de crash, on extrait le pilote de sa voiture tout en protégeant sa colonne vertébrale et sa tête s'il y a une blessure à la nuque ou au dos. Alors ici, vous avez affaire à un tube de crash latéral, soit contre une barrière, soit une autre voiture qui viendrait impacter le véhicule. Donc cette pièce se trouve sous la carrosserie, à cet endroit-là. Il y a un crash inférieur et un autre crash supérieur qui n'est pas montré ici. Je vais vous montrer l'exemple type d'un impact. C'est un impact à peu près à 40 km/h. Vous voyez évidemment, c'est une vidéo ralentie qui montre à quel point le carbone est capable de dissiper l'énergie. En gros, il reste que de la poussière de carbone à l'arrivée. Pendant longtemps, un des plus grands dangers en cas d'accident était l'explosion de la monoplace. Mais à partir des années 70, la réglementation a imposé aux constructeurs un nouveau système de canalisation de l'essence. Aujourd'hui, heureusement, il y a bien longtemps qu'on n'a plus vu d'incendie en Formule 1, parce que toutes les connexions sont ce qu'on appelle auto-obturables. C'est-à-dire que si on arrache une conduite d'essence, même à très haute pression, rien n'en sort. On n'a même pas de quoi allumer un briquet ou une allumette, parce que instantanément, la canalisation s'obture. Même si les incendies sont de moins en moins nombreux, la voiture est aussi équipée d'un système anti-feu très sophistiqué. Ces goupilles oranges déclenchent les extincteurs. Elles sont facilement accessibles par les mécaniciens et les commissaires de course. Il y a plusieurs jets orientés vers le pilote et il y en a d'autres qui arrosent le moteur en cas d'incendie dans le compartiment arrière. La Formule 1 est vraiment un sport sûr. Mais le plus gros défi est de travailler conjointement avec les instances dirigeantes, ceux qui font la réglementation, et les écuries, pour maintenir un niveau de sécurité optimal tout en préservant le spectacle sportif.